Environnement est un mot que l'on croit connaître. On l'entend partout. Dans les discours politiques, dans les médias, à l'école, dans les publicités, dans les débats sur le climat, dans les conversations sur les forêts, les océans, les déchets, les transports, l'énergie, l'agriculture. Le mot semble évident. Il paraît désigner la nature, les paysages, les animaux, les arbres, l'air que l'on respire, l'eau que l'on boit. Mais en HGGSP, justement, il faut se méfier des mots qui semblent évidents. L'environnement, ce n'est pas seulement la nature. Ce n'est pas un décor extérieur aux sociétés humaines. Ce n'est pas un monde pur qui existerait d'un côté, pendant que les humains vivraient de l'autre. L'environnement, c'est l'ensemble des relations entre des sociétés et les milieux dans lesquels elles vivent. C'est à la fois ce qui entoure les sociétés, ce qui les influence, ce qu'elles utilisent, ce qu'elles transforment, ce qu'elles abîment parfois, ce qu'elles cherchent ensuite à protéger. Autrement dit, l'environnement est une relation. Une forêt, par exemple, n'est pas seulement un ensemble d'arbres. Pour un État au XVIIe siècle, elle peut être une ressource stratégique, parce qu'elle fournit le bois nécessaire aux navires. Pour une communauté paysanne, elle peut être un espace de pâturage, de chasse, de ramassage, de chauffage. Pour un industriel, elle peut être une réserve de matières premières. Pour un écologue, elle est un écosystème. Pour un promeneur, elle est un lieu de loisirs. Pour un gouvernement contemporain, elle peut être à la fois un puits de carbone, un patrimoine naturel, un espace économique, un territoire à aménager et un milieu menacé par le changement climatique. La même forêt peut donc avoir plusieurs sens selon les acteurs, les époques et les besoins. C'est exactement ce que le thème l'environnement, entre exploitation et protection, un enjeu planétaire, veut nous faire comprendre. Il ne s'agit pas de faire une leçon abstraite sur la nature, il s'agit de comprendre comment les sociétés transforment leur milieu, pourquoi elles les exploitent, pourquoi elles décident parfois de les protéger, et pourquoi l'environnement est devenu un enjeu géopolitique mondial. Le mot enjeu est important. Un enjeu, c'est ce que l'on peut gagner ou perdre. Dans l'environnement, on peut gagner des ressources, de l'énergie, de la nourriture, des espaces habitables, de la croissance économique, de la puissance. Mais on peut aussi perdre des terres fertiles, de l'eau, des espèces, de la santé, de la stabilité politique, de la sécurité alimentaire, des littoraux, des conditions de vie. L'environnement n'est donc pas seulement une question morale ou scientifique, c'est une question de pouvoir, d'intérêt, de choix collectifs. La grande tension du thème tient dans deux verbes, exploiter et protéger. Exploiter, c'est utiliser un élément du milieu pour en tirer parti. On exploite une forêt pour le bois, on exploite un sol pour produire des céréales, on exploite un fleuve pour l'irrigation, le transport ou l'hydroélectricité. On exploite un gisement de charbon, de pétrole ou de gaz. On exploite même, d'une certaine manière, l'atmosphère lorsqu'on y rejette des gaz à effet de serre sans en payer immédiatement toutes les conséquences. Exploiter n'est pas forcément négatif. Toute société exploite son environnement, parce qu'elle doit se nourrir, se loger, se déplacer, produire, se chauffer, échanger. Le problème commence lorsque l'exploitation devient prédatrice, lorsqu'elle détruit les conditions mêmes de la vie sociale, lorsqu'elle épuise une ressource plus vite qu'elle ne se renouvelle, ou lorsqu'elle fait supporter les coûts à d'autres populations, à d'autres territoires, ou aux générations futures. Protéger, de son côté, signifie mettre à l'abri. Protéger un milieu, c'est limiter certaines activités, créer des règles, surveiller, restaurer, interdire parfois, compenser parfois, organiser une gestion. Mais protéger ne veut pas toujours dire sanctuariser totalement. Il existe des espaces très strictement protégés où les activités humaines sont limitées. Mais il existe aussi des formes de protection qui cherchent à maintenir des usages économiques tout en évitant la destruction. Gestion durable des forêts, pêche réglementée, agriculture moins intensive, parcs naturels régionaux, politique de transition énergétique. Entre exploiter et protéger, il y a donc toute une gamme de rapports possibles. On peut exploiter sans protéger, au risque d'épuiser. On peut protéger contre l'exploitation, au risque de créer des conflits avec ceux qui vivent de la ressource. On peut protéger pour mieux exploiter dans la durée, comme dans certaines politiques forestières. On peut prétendre protéger tout en continuant à dégrader. On peut aussi protéger un espace au nom de la nature, mais en excluant des populations qui y vivaient depuis longtemps. Voilà pourquoi l'environnement est un sujet politique. Il oblige à répondre à des questions concrètes. Qui décide qu'une forêt doit être exploitée ou protégée? Qui bénéficie de l'exploitation? Qui paie les dégâts? Qui a le droit de parler au nom de la nature? Un État, des scientifiques, des habitants, des entreprises, des ONG, des peuples autochtones, des tribunaux, des organisations internationales. Prenons un exemple simple, la construction d'un barrage. Un barrage peut produire de l'électricité, limiter certaines inondations, permettre l'irrigation, favoriser le développement économique. Mais il peut aussi déplacer des populations, modifier un fleuve, perturber des écosystèmes, noyer des terres, transformer les relations entre territoires en amont et en aval.
Un même projet peut donc être présenté comme un progrès par certains acteurs et comme une destruction par d'autres. C'est ce qui rend l'environnement si intéressant en HGGSP. Il oblige à penser les conflits d'usage. Un conflit d'usage apparaît lorsque plusieurs acteurs veulent utiliser le même espace ou la même ressource de manière différente. Une forêt peut opposer exploitants forestiers, promeneurs, chasseurs, associations écologistes, habitants, États, collectivités locales, scientifiques. Un littoral peut opposer pêcheurs, touristes, promoteurs immobiliers, défenseurs de la biodiversité, autorités portuaires, habitants exposés à l'érosion. Une nappe phréatique peut opposer agriculture intensive, consommation urbaine, industrie, préservation des milieux aquatiques. L'environnement n'est donc pas seulement une question globale. Il se joue aussi localement dans des arbitrages très concrets. Mais depuis le XXe siècle, et plus encore depuis les années 1970, l'environnement devient aussi un enjeu planétaire. Pourquoi? Parce que certains problèmes dépassent les frontières. La pollution atmosphérique ne s'arrête pas aux limites d'un État. Les fleuves traversent plusieurs pays, les océans sont connectés. La déforestation peut avoir des effets climatiques mondiaux. La disparition de certaines espèces concerne un patrimoine vivant commun. Le changement climatique transforme la planète entière. Les gaz à effet de serre émis dans un pays modifient le climat de tous. C'est ici qu'apparaît le troisième verbe du titre, gouverner. Gouverner l'environnement, ce n'est pas seulement avoir un ministère de l'écologie, c'est organiser des règles, des institutions, des accords, des normes, des financements, des contrôles, des négociations. C'est essayer de coordonner des acteurs qui n'ont pas les mêmes intérêts. Mais gouverner la planète ne veut pas dire qu'il existe un gouvernement mondial de l'environnement. Il n'y en a pas. Il existe des conférences internationales, des accords, des organisations, des conventions, des rapports scientifiques, des mécanismes de financement, des ONG, des tribunaux parfois, des politiques nationales, des engagements volontaires d'entreprises, des mobilisations citoyennes. Mais tout cela forme une gouvernance fragmentée, souvent lente, souvent conflictuelle. La conférence de Stockholm en 1972 marque une étape importante. C'est la première grande conférence mondiale des Nations Unies consacrée à l'environnement comme enjeu international majeur. Puis le rapport Brundtland, en 1987, popularise la notion de développement durable, l'idée qu'il faut répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. En 1992, le sommet de la Terre de Rio donne une ampleur nouvelle aux politiques environnementales internationales. Ensuite, les COP sur le climat deviennent des moments réguliers de négociations mondiales. Mais ces négociations montrent aussi les limites de la gouvernance environnementale. Tout le monde peut reconnaître l'importance de protéger l'environnement, mais tous les acteurs ne veulent pas les mêmes contraintes. Les pays industrialisés ont construit leur puissance grâce aux énergies fossiles et à l'exploitation massive des ressources. Les pays émergents revendiquent leur droit au développement. Les pays les plus vulnérables demandent de l'aide pour s'adapter aux effets d'un réchauffement dont ils sont souvent peu responsables. Les firmes transnationales défendent parfois des intérêts économiques puissants. Les opinions publiques sont traversées par des attentes contradictoires. Consommer, se déplacer, se chauffer, mais aussi réduire les dégâts. C'est pour cela que l'environnement est devenu un enjeu géopolitique. Il produit des tensions entre États, entre Nord et Sud, entre producteurs et consommateurs d'énergie, entre générations, entre territoires riches et territoires vulnérables. Il pose des questions de justice. Qui est responsable? Qui doit agir le plus vite? Qui doit payer? Qui doit renoncer à quoi? Qui a déjà profité de l'exploitation et qui en subit aujourd'hui les conséquences? Mais il serait trop simple de dire que l'environnement oppose toujours économie et écologie. Parfois, protéger l'environnement permet aussi de protéger l'économie. Une forêt détruite ne fournit plus de bois durablement. Un sol épuisé produit moins. Un océan surexploité nourrit moins. Une ville irrespirable devient invivable. Un climat déstabilisé menace les récoltes, les infrastructures, les assurances, les migrations, les systèmes de santé, les finances publiques. La protection de l'environnement n'est donc pas seulement une contrainte, elle peut être une condition de survie économique et sociale. C'est une idée très importante pour le bac. L'environnement ne doit pas être présenté comme un supplément d'âme. Ce n'est pas un luxe de pays riches. C'est le cadre matériel de toutes les sociétés. Il faut aussi comprendre que les sociétés ne découvrent pas l'environnement de la même manière à toutes les époques. Pendant longtemps, les milieux sont surtout pensés comme des ressources ou des contraintes. Il faut défricher, cultiver, irriguer, drainer, construire, extraire, domestiquer. La nature est parfois admirée, parfois crainte, souvent utilisée. Avec l'industrialisation, la puissance technique des sociétés augmente fortement.
Les machines, les énergies fossiles, les transports, les villes, les mines, les usines modifient l'échelle des transformations. Ce qui était local devient national, puis mondial. Puis peu à peu, les sociétés prennent conscience que leur action produit des effets non désirés. Pollution, maladies, destruction d'écosystèmes, épuisement de ressources, réchauffement climatique. L'environnement devient alors un objet de préoccupation, de science, de droit, de mobilisation politique. Cette évolution ne signifie pas que les sociétés anciennes étaient forcément harmonieuses et que les sociétés modernes seraient uniquement destructrices. Ce serait trop simple. Les sociétés anciennes ont elles aussi transformé leur milieu. Elles ont défriché, érodé, surexploité parfois. Et les sociétés contemporaines peuvent aussi protéger, restaurer, inventer de nouvelles formes de gestion. La vraie question est celle de l'échelle, de la vitesse et de la conscience. Aujourd'hui, nous savons que les activités humaines peuvent modifier les grands équilibres de la planète. Nous savons que l'atmosphère, les océans, les forêts, les sols et la biodiversité forment des systèmes liés. Nous savons que les dégâts ne sont pas répartis de manière égale. Nous savons aussi que les décisions prises aujourd'hui engagent le futur. C'est ce qui donne à ce thème sa force. Il ne parle pas seulement de paysage ou de pollution. Il parle de la manière dont les sociétés habitent la Terre. Pour réussir ce thème au bac, il faut éviter deux pièges. Le premier serait de faire un discours militant général, dire « il faut sauver la planète » ne suffit pas. C'est peut-être sincère, mais ce n'est pas une analyse. En HGGSP, il faut définir les notions, identifier les acteurs, expliquer les conflits d'usage, montrer les échelles, mobiliser des exemples précis. Le deuxième piège serait de faire un catalogue d'exemples. Parler successivement des forêts, du climat, des États-Unis, des COP, de l'Anthropocène sans problématique ne suffit pas non plus. Il faut toujours revenir à l'attention centrale. Comment les sociétés peuvent-elles concilier exploitation, protection et gouvernance de leur milieu? Ce thème se construit donc autour d'une grande question. Dans quelle mesure les relations entre les sociétés et leur milieu témoignent-elles d'un équilibre précaire entre exploitation et protection? Équilibre précaire, c'est l'expression essentielle. Précaire parce que les besoins économiques poussent souvent à exploiter davantage. Précaire parce que la protection arrive souvent après les dégradations. Précaire parce que les acteurs ne sont pas d'accord. Précaire parce que les effets environnementaux dépassent les frontières. Précaire enfin parce que le temps de la nature et le temps politique ne sont pas les mêmes. Une élection dure quelques années. Une forêt se transforme sur plusieurs décennies. Le climat réagit sur des siècles. Dans les prochains épisodes, on va donc avancer en 3 étapes. D'abord, on replacera l'environnement dans l'histoire pour comprendre comment les sociétés sont passées d'une nature surtout pensée comme ressource à une nature de plus en plus perçue comme menacée. Ensuite, on étudiera le climat parce qu'il est devenu l'un des grands enjeux scientifiques, politiques et géopolitiques du monde contemporain. Enfin, on prendra l'exemple des États-Unis, un pays particulièrement intéressant parce qu'il incarne à la fois la puissance d'exploitation, la précocité de certaines politiques de protection, l'innovation environnementale, les contradictions du fédéralisme et les hésitations du leadership international. Pour aujourd'hui, retiens cette idée. L'environnement n'est pas ce qui existe à côté des sociétés. C'est ce qui existe avec elles, par elles, parfois contre elles, et toujours au cœur de leurs choix politiques. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner, à partager et surtout à foncer écouter les suivants. À très vite.